Bienvenue dans Arte Reportage. Pour lui, il est temps de traduire les États-Unis en justice. Julian Assange, le cofondateur de Wikileaks, nous a accordé une interview dans sa prison sans barreaux. Nous irons aussi au Guatemala. Ils sont battus, mutilés, brûlés. Ces scènes de lynchage deviennent monnaie courante, ou quand la violence prend le pas sur la justice. Ils voulaient nous brûler vifs. Mais j'ai pas volé des millions et j'ai tué personne. Je méritais pas ça. Combien de gens étaient là? Tout le village. Mais avant cela, les révélations des Panama Papers ont récemment occupé la une. Mais vous souvenez-vous de l'affaire LuxLeaks, le plus gros scandale fiscal de l'histoire de l'UE. Or, depuis le début de la semaine, le lanceur d'alerte Antoine Delcourt, qui a dévoilé l'affaire, est jugé au Luxembourg. L'homme qui a révélé comment de grandes entreprises ont pu échapper à l'impôt grâce à la bienveillance du Luxembourg est salué en héros par le public, mais traité en criminel par la justice. C'est souvent le sort des lanceurs d'alerte. Edward Snowden, l'ex-agent de la NSA qui a dû s'exiler, et Julian Assange, cofondateur de Wikileaks, qui est confiné depuis près de 4 ans dans l'ambassade d'Équateur à Londres. Le cyberactiviste reçoit peu, mais Étienne Huvert et Marina Ladou de Slug News ont pu lui parler. L'indignation après la révélation de la mise sur écoute de 3 présidents français par la CIA est-elle feinte? Quelle est la part de responsabilité des États-Unis dans le succès de Daesh? L'organisation à l'origine des révélations des Panama Papers est-elle vraiment indépendante? Le point de vue de Julian Assange. Hier, was Julian Assange darüber denkt. Nous sommes le 11 avril 2016 à l'ambassade d'Équateur à Londres. Julian Assange, le cofondateur de Wikileaks, est confiné ici depuis 1952 jours. Si Julian Assange passe cette porte, il sera extradé vers la Suède, où il est accusé de délits sexuels. Le cyberactiviste refuse de s'y rendre par crainte d'être renvoyé vers les États-Unis et jugé pour espionnage. Première question, comment allez-vous? People ask this question, but about the same as any other day. Am I angry about the situation? Of course. Do you have to pay a price for things you believe in? Of course. Passer 22 minutes avec Julian Assange, c'est pénétrer un monde de surveillance et de conspiration. The US government, in response to our publications, said to France, hey, settle down. Julian Assange, c'est toute une vie de hacking. Ado, l'Australien pénètre les serveurs, craque les mots de passe, sa cible, les organismes gouvernementaux. Wikileaks, son site, publie une vidéo classée confidentielle défense américaine. Irak, Bagdad. Les caméras sont positionnées sur des mitrailleuses des forces américaines. Des civils irakiens, un caméraman, un photographe sont la cible. Dis-moi quand tu les as. Vas-y, tire. Feu à volonté, feu. Continue de tirer. Continue de tirer. Bushmaster 2.6. Bushmaster 2.6. Wikileaks enchaîne et publie 1 demi-million de données confidentielles et 260 000 câbles diplomatiques américains. Pour la Maison-Blanche de Barack Obama, c'est Wikileaks l'ennemi. Ces publications ne représentent pas seulement une attaque contre les intérêts diplomatiques américains, elles représentent aussi une attaque contre la communauté internationale. Je dois dire que les révélations faites par Wikileaks et tous ces documents sont extrêmement embarrassants pour les États-Unis. Washington identifie la source. Bradley Manning, un soldat américain.
Jugé en cour martiale, il sera condamné à 35 ans de prison. En Angleterre, Julian Assange perd sa bataille judiciaire contre la Suède. Son visa d'extradition est maintenu. Il se réfugie dans l'ambassade équatorienne. Bradley Manning did, as he is accused. He is a hero and an example to all of us. Wikileaks vient au secours d'un autre lanceur d'alerte, Edward Snowden, qui depuis Hong Kong révèle les secrets de la NSA, l'Agence nationale de sécurité américaine. J'ai demandé à mes équipes et à la NSA d'évaluer tout ce qui a été affirmé. Quand nous aurons une réponse, nous ferons en sorte de fournir toutes les informations voulues par les alliés. Wikileaks publie d'autres documents top secrets de la NSA, les écoutes téléphoniques de chefs d'État. Parmi eux, la chancelière Angela Merkel en Allemagne et l'Élysée en France. Il est inacceptable que 3 présidents de la République, M. Jacques Chirac, M. Nicolas Sarkozy, M. François Hollande, aient été écoutés, y compris dans leurs conversations privées. Le président Obama a pris des engagements très clairs dans sa conversation, dans sa discussion avec le président François Hollande. Retour sur ce jour de 2015 où la France apprend que les États-Unis écoutent l'Élysée. There was considerable fear within the Elysee that this would build up to such a crescendo where something would have to be done as a significant, at least symbolic gesture. For example, giving Edward Snowden asylum or me asylum or expelling the US ambassador. That actually would have been very normal considering they were spying on the French presidencies. And you could see a political mood developing for that to happen. Le président français va réagir pour défendre sa souveraineté. Snowden et Assange seront accueillis en héros dans l'Hexagone. Mais ça, c'était le rêve des lanceurs d'alerte, pas la réalité. The US government, in response to our publications, said to France, hey, settle down. What we'll do to compensate you is we will give you more of our spying data, that, the spying that we're doing on the Germans, the spying that we're doing on Africa and so on. We'll give you some more of that data. And because of the terror about, because of the fear of Islamic terror attacks in France, that is something that the United States can use to control France. So yes, we spy on your presidents, and even more importantly, we spy on the vast majority of French industry, intercepting every contract. But look, if you complain about it, we can stop feeding you information, and then there'll be more terrorist attacks in France. Or on the other hand, if you're a good boy, then we can give you a little more. La France terrorisée du 7, du 8, du 9 janvier, du 13 novembre 2015, n'aurait pas d'autre choix que d'accepter le jeu des Américains si elle veut des renseignements pour se protéger. This is a mafia tactic. It's a protection racket. So, well, look, you better pay something to me to be protected. And if you don't, something bad could happen to you. And if you do, something good could happen to you. So it means that, in practice, France is not able to protect its sovereignty from the United States. Et selon les câbles Wikileaks, c'est un président de la République française qui aurait lancé cette grande collaboration sur les échanges de renseignements France-États-Unis. In our cables, they speak about Sarkozy. Sarkozy, the American.
as he is called, and he pushed France into ever closer cooperation with the United States at intelligence and military level. Okay, and that actually happened. And while France is an independent nuclear weapons country and has its own culture and its own language, which is large enough to be something, at the intelligence service level, at the deep state level, there's such a desire for interaction that the exterior culture is not able to properly manifest itself. When we revealed that the past 3 presidencies had been deeply penetrated by the United States and that those presidents personally spied on, what should have been the correct response of the DGSE and other French intelligence services? It should have been to come immediately to us and say, do you have more? Can you explain more? Do you know anything else that will help us understand how we failed in our job to protect the president from US spying? That didn't happen. So why didn't that happen? Well, I don't believe the French intelligence services are idiots. They knew that's the first thing to do. But the concern about possibly offending the UK intelligence services, the concern about possibly offending the Americans, that concern was so much higher that they preferred to be a victim than to understand what was going on. We have quite a bit more that has not been published yet. Yeah. So there's things the French Secret Service does not know about how the Americans have been spying on France, including on its political system. Avertissement ou invitation, le cyberactiviste veut-il maintenir la pression sur les services secrets français? All secret services are incompetent because they are secret. Secrecy breeds incompetence because you can't have a proper competition and see which moves are good if everything's conducted in secret. And so it just allows all sorts of incompetencies to be covered up, and so as a result there's not a proper pressure to become competent. À force d'étudier des milliers de documents top secrets, Julian Assange a la conviction que les services de renseignement sont un pouvoir au-dessus des États, des nations, des républiques. Et les espions en perdent la tête. Let's imagine you work for the CIA or you work for DGSE. Do you feel yourself more French or more spy if you work for DGSE? Do you feel yourself more American if you work for CIA or more spy? You feel yourself as more spy. And so the camaraderie between these intelligence services who are looking in the West, who are looking at the world in a particular way, who are engaging in cooperation with each other, who are trying to keep their respective republics ignorant about their activities, who are engaging in cross-training, who are selling each other equipment, who are engaging in cooperative missions. They feel that they are part of the one system, the one group of people. La DGSE a transmis des renseignements à la NSA, y compris les données concernant les citoyens français et étrangers. There is a market in spies, okay, but it's a very bad market. What is the market? Well, different individuals, private organizations, and government organizations say,
hey, I can help you understand the world. You give me money, I'll go out, find out what's really happening, tell you who's doing it, who's not doing it, maybe make a plan of action, and in this way understand the secretive world. Okay, so all the people who say that they can do that are in some kind of competition, and the French government can't go everywhere. It can go to DGSE, it can go to private contractors, it can try and encourage the Americans to give it some information, and the British as well, and some other states. Okay, so that's the market. Now let's imagine you want to go and buy some intelligence or conduct an intelligence operation. Who do you go to? Where are all these reviews of all the different intelligence operations and all the different intelligence services and how much they cost and what you get for your money and so on? They don't exist. And because they don't exist, you have a very bad market. Exactly the same as if you were going to buy a car, but all the reviews of all the cars were secret, and you didn't even know half the cars that existed. And when people had a car crash in a particular car because of some mechanical failure, the investigation was all kept secret. The fact that some cars had even crashed or their engines had exploded, you didn't even know because it was all kept secret. So that's what produces the current intelligence system that we have in almost every country. Deeply incompetent, deeply expensive. Exemple, mai 2013, Hong Kong. Edward Snowden, le lanceur d'alerte, est réfugié dans un hôtel avec des journalistes. Jour après jour, il révèle la globale surveillance de son ex-employeur, la NSA, sur le monde. Isn't it completely absurd that in the largest intelligence manhunt the world has ever seen, which was that period of 2 weeks where the US government in 2013 was trying to snatch Edward Snowden from Hong Kong using legal and illegal means, that WikiLeaks, a small publisher, in that well-defined contest, managed to get in there and grab Edward Snowden right out from under their noses. Yeah. When the CIA, the NSA, the State Department, the White House were all over it. And I was in here surrounded by all this surveillance that's on the outside. How can that possibly be explained? You know, we're pretty good at what we do, but it's not possible to explain that it's because WikiLeaks is so good. There's another half of the explanation, which is that the intelligence system is incompetent. En 2012, WikiLeaks révèle un programme de la CIA. Mission assassinat. Cible, les leaders de groupuscules armés affiliés à Al-Qaïda en Irak. The documents we have published already, there's more than 1,600 references to ISIS. It was called then the Islamic State of Iraq. So you can track the formulation of ISIS from 2007, coming directly out of the US occupation and by how the US responded to it. Particular technique by the CIA in dealing with the embryonic ISIS, then ISI, which was to engage in leadership decapitations. And this produced super terrorist organizations. So as a result, it wiped out leadership figures, and then the more militant deputies then competed to being leader. So we ended up with better and more militant leaders wanting to take a position of someone who had just been killed. That is what cleared the space of the ISI leadership for al-Baghdadi to take the helm. And it also produces a bureaucratic structure within these terrorist organizations.
So instead of going, well, I know the position of the leader, where the institutional memory is in the people and their relationship, assassinations have to store the institutional structure somewhere else, not in the relationship between the leader and his deputies. And it doesn't matter whether it's this guy or that guy, it's just a slot, and you can take that guy out and you can stick another guy in, and the procedures are all there in terms of how it is working as a system, as opposed to relationships between individuals. Cet après-midi d'avril 2016, les fans de Julian Assange ont déserté la rue. Londres et le monde ont les yeux braqués sur les Panama Papers. Un scandale financier révélé par 109 médias, basés dans 76 pays, via un consortium international de journalistes d'investigation, ICIJ. Ils ont eu accès à 11 millions de fichiers provenant d'un cabinet de domiciliation offshore au Panama. Les Panama Papers épinglent des politiciens, des grands patrons, des stars du sport. Problème pour Wikileaks, le site n'est pas à l'origine de cette déflagration médiatique. If we're talking about information that was obtained from this law firm in Panama and given to SC, Sidoisha Zutong, that's good work, both from the source and by the journalists, the two journalists in Sidoisha who encouraged that source to bring the information forward. If we then talk about some other aspects, they're good and bad. But presently, the Panama Papers is one of the world's smallest leaks. What do I mean by that? They've only published about 160 documents. Well, it means that they've, from some 4.5 million emails, they have picked particular ones, just 160. And of course that picking is according to the prejudices and interests of the people doing it. Now there's a lot of good journalists involved, so you're seeing some quite good stories. On the other hand, the whole thing is being managed out of Washington, D.C. By something called the ICIJ. The ICIJ does do some good work, but it has a problem. The problem is that it's foundation-funded journalism operating out of D.C. And the foundations involved, they're Rockefeller, Soros, and so on. Un consortium international de journalistes financé par des milliardaires américains. Julian Assange trouve ça suspect. Pourtant, ICIJ a choisi la transparence. Sur son site, tous ses donateurs sont visibles en ligne. Mais ça ne suffit pas aux cofondateurs de Wikileaks. There's something else that's not so nice, which is they've only taken half the model. They've tried to take WikiLeaks input, how it gets material, and then how it processes it, making these big international collaborations. Okay, that's good. But have scrupulously avoided the publishing side. If it were publishing 90% of the Panama Papers, millions of documents, instead of just 152 documents. Something as involved as the whole offshore sector, where you've got millions of participants involved, means from little companies to big ones. That's not something that you can change with a scandal here and a scandal there. That's not something that you can only change with millions of mini scandals. And there's not going to be millions of mini scandals in the press, because there just simply aren't enough journalists to achieve that effect. It's not going to happen. To really achieve effect, you need every lawyer who's looking to sue someone
every aggrieved company executive or secretary looking to sue, people who worry about who it is that their sister is really going to marry, what is that person really about. All those people, all of society needs to be able to have access to it so they can adjust their interaction with the individuals who make up the offshore sector. That's what really makes a difference. Dehors, les Panama Papers font démissionner des ministres. Enfermé, le pape de Wikileaks défend sa vision, tout rendre public. L'ONU a dénoncé début février la détention de Julian Assange comme arbitraire, mais la justice suédoise maintient son mandat d'arrêt. Les images qui vont suivre et qui ont été tournées par nos reporters sont d'une rare brutalité. On y voit des hommes et des femmes ordinaires brandissant gourdins et machettes pour battre à mort de simples voleurs. Cela se passe au Guatemala, qui affiche le plus grand nombre de victimes de lynchage au monde. D'un côté, un peuple habitué à la violence après 36 années de guerre civile. De l'autre, une police en sous-effectif et une justice impuissante et corrompue. Alors, puisque seulement 2% des crimes sont tirés au clair, les Guatémaltèques se font justice eux-mêmes, invoquant la légitime défense face à l'abandon de l'État. Des scènes sorties d'un autre âge où le peuple se réunit au son des sifflets, des cloches ou des haut-parleurs de voitures pour organiser ces exécutions sommaires. Aujourd'hui, les lynchages ne se limitent plus aux régions reculées des Mayas, ils se répandent jusque dans la capitale. Reportage Laurence Cuvillier et Eberhard Rühle d'Apollo Film. Frappés par des dizaines, peut-être des centaines de personnes, cet homme et une jeune femme viennent d'être pris en flagrant délit de vol. Qu'est-ce que t'as volé? Seulement des autoradios, des choses comme ça. Ils n'ont dû leur salut qu'à la police. La foule voulait les tuer. Emiliano et sa belle-fille sont maintenant en sécurité, hors de portée des gens du village. Ils voulaient nous brûler vifs. Mais j'ai pas volé des millions et j'ai tué personne. Je méritais pas ça. Combien de gens étaient là? Tout le village. Jacaltenango. Un village isolé dans une zone indigène guatémaltèque. Lorsque les voleurs ont été aperçus en train de dérober un autoradio, les témoins n'ont pas alerté la police, mais leurs voisins. Quand on est arrivé, la foule s'était déjà rassemblée. Ils ne voulaient pas nous laisser arrêter les deux personnes. Ils voulaient les lyncher eux-mêmes. Quelques heures plus tard, alors que la place du village est encore tachée de sang, une chape de silence a recouvert Jacaltenango. Tout le monde a su, personne n'a vu. Vous avez vu ce qui s'est passé ce matin? J'ai vaguement entendu, je ne sais rien de plus. J'ai rien vu. J'ai juste entendu parler. J'ai rien vu. Bien souvent, faute de preuves, les délinquants sont libérés par la police. Alors un conseiller municipal vient s'assurer que les deux voleurs ne remettront pas les pieds ici. On a reçu les ordres, ils seront bientôt transférés au tribunal de proximité. Ils seront transférés tous les deux. Une femme a dit, ils m'ont volé le fruit de 15 ans de travail. Brûlons-les vivants. Et elle avait l'air d'être une sorte de meneuse. Quelqu'un d'autre a dit, à moi on m'a volé des téléphones portables. Je suis sûr que c'est eux. Les habitants ont menacé de brûler le commissariat. Les policiers, impuissants face au chaos, leur rendent des comptes pour éviter d'autres troubles. Alors tu pries pour qu'il ne se passe plus rien cet après-midi? Non, ça va, mais s'il se passe quelque chose, je ne pourrai rien faire. 4 policiers, pour un bourg de 48 000 habitants. Au Guatemala, les autorités sont dépassées. Et les habitants prennent leur sécurité en main.
On appelle cela le châtiment Maya. Dans la tradition locale, il s'agissait d'humilier publiquement un fautif. Sur cette vidéo amateur, 3 adolescents ont été accusés de vol. Les habitants les punissent durement et les bannissent du village. Des scènes courantes depuis longtemps. Mais avec l'augmentation de la criminalité au Guatemala, les lynchages ont remplacé les passages à tabac. Désormais, on n'humilie plus, on tue. C'est arrivé plus de 300 fois depuis 2008. Pourquoi les lynchages sont-ils si courants au Guatemala et pas dans les pays voisins? Pour Mario Polanco et son ONG, la réponse est à chercher non dans la tradition maya, mais dans l'histoire récente. Je pense que la guerre civile et toutes ces violations des droits de l'homme ont radicalement changé la mentalité des Guatémaltèques. Ils n'ont même plus clairement l'impression de vivre dans la violence. Mais je pense qu'à la base, nous ne sommes pas une société violente, nous sommes une société violentée. Et tous ces abus, ce terrorisme d'État, ont généré ce genre de réponse brutale. Le pays a connu l'une des plus longues guerres civiles d'Amérique, de 1960 à 1996. 150 000 morts, des milliers de disparus, des massacres perpétrés par l'armée, reconnus des années plus tard. Pour des millions de Guatémaltèques, cet enfer ne fut pas une simple parenthèse dans leur vie, ce fut leur vie complète. Alors aujourd'hui, les lynchages sont considérés comme un substitut de justice dans un pays où 98% des crimes ne sont jamais punis par les voies légales. Je pense qu'un lynchage, c'est le résultat du mécontentement d'une population quand elle souffre d'une montée de la criminalité. Et ça vient aussi de l'absence de réponse adéquate de la part de l'État, je le définirais comme ça, mais il est important de comprendre que cela peut aussi résulter de la manipulation d'un groupe qui défend ses intérêts. Explosion de colère spontanée et imprévisible, ou ultime conséquence de manipulation de masse. À 35 km de la capitale, on cultive des fleurs pour le pays entier. C'est dans ce cadre idyllique que Carlos s'est retrouvé dans un conflit inextricable. Ici, dans mes champs, tout est tranquille. Mais par là, c'est horrible. Personne ne veut plus vivre là-bas. Ce ne sont que mensonges, agressions, manipulations et fausses accusations. Carlos est cultivateur. Il a vécu de près cette triste nuit du 19 septembre 2014, quand les habitants de Los Parroques ont lynché 7 personnes, membres d'une même famille. Il nous emmène sur les lieux de la tragédie. La foule s'est rassemblée ici, devant la maison. La famille Parroque était à l'intérieur. Les villageois ont tiré vers eux. Et eux, ils tentaient de repousser l'attaque en tirant aussi. On a essayé d'appeler la police toute la nuit, mais ils ne sont pas venus. Et à 7 heures du matin, la famille a été massacrée. Les villageois sont entrés de force et les ont tués. 4 frères, leurs parents et un de leurs cousins ont été battus à mort. Carlos avait accompagné un blessé à l'hôpital. Quand il est revenu, la foule menaçait de s'en prendre à 3 adolescentes et à leur mère. Les femmes étaient ici, elles pleuraient. Je suis arrivé peu après 7 heures du matin. Je suis allé vers elles et j'ai vu que les gens du village leur avaient arraché les vêtements. Je leur ai dit d'arrêter immédiatement.
Ils m'ont jeté des orties, alors j'ai dit aux femmes de fuir aussi vite qu'elles pouvaient, parce que je ne pouvais rien faire pour elles. Et moi aussi, je me suis enfui. Je voulais juste les protéger. Les femmes qui ont dû fuir ce matin-là ne sont jamais revenues à Los Parroques. C'est dans un endroit neutre que nous les retrouvons. Elles vivent désormais cachées. Leurs frères, leurs parents, leurs fils sont morts sous leurs yeux. Maria a reçu plusieurs coups de machette qui lui ont valu 2 semaines de coma et 2 mois d'hôpital. Quand je me suis réveillée à l'hôpital, je me suis souvenue de tout. Comment ils ont tué mes parents et tous mes frères. Comment ils leur ont tiré dessus. Ils les ont battus avec des machettes, des haches et des pierres. con machete, con piocho, con hacha y con todos. Pero ahorita me quedé sola y me quedé. Maintenant, je suis seule avec mes blessures. Je suis si triste pour ma famille. On cultivait des fleurs pour vivre. Mais je ne peux plus revenir. Ils ont tout brûlé. J'ai tout perdu. Mes parents, ma maison, mes terres. Vitalina a perdu son fils cette nuit-là. Toutes ces personnes sont venues pour l'enterrement. Elle et ses filles étaient sur le point d'être lynchées quand Carlos les a sauvées. Quand ils ont enfoncé notre porte, ils criaient « Aujourd'hui, vous allez tous mourir ». Je ne comprends pas pourquoi ils nous ont attaqués. On ne faisait rien de mal. Je ne sais pas pourquoi ils ont tué mon fils. C'était mon seul garçon. Leur père ne vit plus avec nous, alors c'était notre seul homme à la maison. C'était le dernier repas qu'on a partagé ce 19 septembre. La famille Parroque avait pour seul tort d'avoir accepté de vendre une partie de ses terres pour la construction d'une route. C'est ce chantier qui sème la discorde entre les habitants. Pour raccorder cette région enclavée à la capitale, le gouvernement guatémaltèque a loué les services de grands constructeurs. La cimenterie partenaire du projet a acheté des terres et embauché 1 millier d'habitants du village de Los Parroques, mais ce n'est pas du goût de tous. La compagnie veut nous acheter des terres, mais je ne veux pas de cet argent. Je veux garder ma terre. Les années précédant le lynchage, rumeurs, jalousies, passages à tabac se sont multipliés dans le village contre ceux qui soutiennent le projet. La police n'agissant pas, c'est la cimenterie elle-même qui recueillait les témoignages des victimes. José González, le gérant de l'entreprise, continue de suivre les dossiers. On était très frustrés de voir qu'il n'y avait aucune réaction officielle face à toutes les attaques, les menaces, les coups que recevaient nos employés. Quelques semaines après avoir donné son témoignage, l'un d'eux est mort au cours du lynchage. Un soir, à 23h30 environ, une soixantaine d'hommes ont fait irruption chez moi. Ils voulaient me kidnapper. Dieu merci, j'ai réussi à fuir par la fenêtre arrière de ma maison. Nous avons porté plainte à la police pour toutes ces attaques, mais rien n'a été fait pour nous aider. Malheureusement, dans ces régions, les gens n'ont pas accès à une information éclairée et équilibrée. Ce sont des proies faciles pour la manipulation ou les peurs induites. Ce que nous n'avons pas vu venir, c'est le niveau de virulence et de violence qu'atteindrait cette partie du village qui s'oppose au projet.
Ça, c'est un autre article sur le massacre. Le lynchage de la famille Parroque a ému le pays. Mais la justice peine encore à faire son travail. Nous sommes dans la capitale du pays, Guatemala City. Dans une prison aux abords de la ville, nous retrouvons Carlos, qui nous avait guidés à Los Parroques. Il est accompagné d'un avocat. Ils rendent visite à son cousin et son ami, accusés d'avoir participé au meurtre de la famille. Santiago et Mauricio sont en procès, mais ils affirment n'être que des boucs émissaires. Pourquoi ils m'ont vu? Parce que je n'étais pas cagoulé comme les autres. Ils avaient tous caché leur visage, mais pas moi. J'étais venu aider les victimes. Mais comme je suis le seul qu'ils ont reconnu, ils m'accusent. Accusé d'avoir coupé des mèches de cheveux aux victimes. Quant à Mauricio, il aurait enfoncé la porte pour laisser passer la foule. Au total, 9 personnes liées à l'affaire sont aujourd'hui en prison, mais aucune n'est formellement accusée d'homicide. C'était tout que la foule. Je ne peux pas dire que c'était la faute de 2 ou 3 personnes. Ils étaient des milliers. Quand le meurtrier, c'est tout le monde et personne à la fois. Comment punir un lynchage? Un problème épineux pour le ministère de la Justice, qui a créé une commission spéciale sur le sujet. Mildred en préside les réunions mensuelles. D'après notre décompte, seulement 4 cas de lynchage ont été suivis de condamnation. Quand il y a un lynchage, ou même juste un passage à tabac, un silence recouvre soudain la communauté. Et cela empêche les autorités compétentes de bien faire leur enquête. Qui va parler? C'est là que l'impunité commence. L'accent est donc mis sur la prévention. Au moyen d'ateliers, Evelyne Blanc travaille sur la perception sociale du lynchage. Dans les médias guatémaltèques, par exemple, les journalistes disent souvent que les gens ont fait justice, alors qu'en fait, ils commettent un crime. Alors on les incite à ne pas propager cette idée, que lyncher, c'est faire justice. Le lynchage comme justice du peuple. Une idée acceptée par une grande partie de la population et jusque dans la capitale. La Terminale, le plus grand marché de Guatemala City. Le racket et les agressions y étaient constants, mais depuis quelques années, ce sont les cadavres qui s'y multiplient. Nous devons entrer en caméra cachée accompagnés d'un habitué. C'est lui qui nous aide à repérer de discrets gardes armés. Les commerçants ne parlent d'eux qu'à demi-mot. Il y a des policiers ici? Non, des gardes privés. Ils observent et agissent vite. Ce sont des gens du marché qui les payent. Et quand il coince un voleur? Ah, il lui règle son compte, il le tue. On appelle ces hommes les anges gardiens. Le bras armé et invisible des vendeurs qui n'ont plus confiance en la police. Cet homme travaille à la Terminale. Il est le seul à avoir accepté de briser le silence. Les anges gardiens ont plusieurs méthodes pour tuer un voleur. Soit ils font justice eux-mêmes, en le tuant de 4 ou 5 balles, soit les marchands qui connaissaient le voleur se rassemblent. Et ils disent aux gardiens, « Laissez-le nous, on va s'en occuper. » Alors les anges le laissent à moitié mort, et les gens l'attachent à un poteau, ou lui coupent les mains, ou l'aspergent d'essence et le brûlent vivant. Pour 20 $ par vendeur et par mois, la Terminale achète sa tranquillité. La police n'y entre guère que pour ramasser les victimes, et tout le monde ferme les yeux.
La hiérarchie de la terminale nous a fait comprendre qu'un vol est un vol, qu'il s'agisse de 5 centimes ou de 1 million de quetzales. Un délinquant peut mourir pour 5 centimes ou 1 million. Et avec quelle fréquence cela arrive-t-il? Ça peut être 2 fois par semaine, puis 1 fois. Après, les choses se calment quelques semaines. Puis de nouveau, 2 ou 3 fois en 1 semaine. Ça dépend. Nous quittons la capitale pour Huehuetenango, au cœur de la zone indigène. C'est ici que les lynchages sont les plus fréquents. Nous avions pris rendez-vous avec des représentants de la Commission des droits de l'homme du gouvernement, mais quand nous rejoignons Byron et sa collègue, ils sont en pleine gestion de crise. Écoutez, je viens de parler au maire. Il me confirme que 2 personnes ont été lynchées et la foule se dirige maintenant vers un autre hameau. 2 hommes accusés de kidnapping sont déjà morts. Un 3e est en passe de subir le même sort. Vous pouvez me passer le contact de l'unité spéciale, s'il vous plaît? Il faut qu'on fasse quelque chose. Le maire est terrorisé. Police, armée, gouvernements locaux. Tous sont prévenus. Personne ne semble pouvoir intervenir. On vient de recevoir un message de la police nationale et ils disent que dans le souci de préserver leur intégrité physique, ils vont rester à Nanton. Ils disent qu'environ 1 millier de personnes sont rassemblées sur la route principale de San Sebastián. Ça veut donc dire qu'ils ne vont rien faire? Bien sûr que non. S'ils y vont, les habitants le prendraient comme une provocation. Ça pourrait mal finir, la police ne bougera pas tant que les villageois ne seront pas calmés. Cette nuit-là, les habitants ne se sont pas calmés. La police n'est pas intervenue. Le 3e homme est mort lynché. Pour Byron, chaque victime est un échec. La police a voulu essayer d'entrer pour faire son enquête. Et quand les villageois le leur ont permis, le maire était énervé. Il leur a dit « Pourquoi vous venez maintenant que tout est fini? Vous n'avez pas bougé le petit doigt quand j'avais besoin de vous. » Dans la région, les habitants sont de plus en plus organisés. Ils bloquent les entrées du village quand un lynchage est en cours. Byron et ses collègues ne sont pas toujours les bienvenus. Ma collègue a été séquestrée 24 heures par une foule en furie, à la merci de gens sans scrupules, qui ne voulaient pas comprendre qu'elle était là pour travailler et qui l'accusaient de n'importe quoi. Il aurait pu vous arriver la même chose si vous vous étiez déplacé hier vers le lieu du lynchage? Si je m'étais présenté comme défenseur des droits de l'homme, oui. Parce que selon eux, les droits de l'homme sont faits pour protéger les criminels. Les droits de l'homme perçus comme des empêcheurs de tourner en rond, une pseudo-justice sans procès et sans preuve, qui parfois frappe aveuglément. Byron connaît bien Lázaro Errulvia. Il sait que leurs 2 fils, Enrique et Rigoberto, se trouvaient juste au mauvais endroit et au mauvais moment. En ce jour d'août 2014, ils étaient partis en mobilette pour vendre des bonbons dans un village voisin. Nous voulons obtenir justice contre ces gens qui ont levé la main sur mes fils et qui ont tué des innocents. La route était bloquée par une manifestation quand mes fils sont arrivés. Ils ont demandé la permission de passer, mais les manifestants n'ont pas voulu. Ils ont essayé de passer tout de même par le bas-côté, alors la foule les a attrapés et les a tués. Lázaro et Errulvia n'ont récupéré leur corps que 2 jours plus tard, quand les leaders de la manifestation ont accepté de dialoguer. Et puis, plus rien. Pas d'enquête, pas d'arrestation. Ils n'avaient fait de mal à personne. Mais ces gens qui ont volé leur vie, et les autorités, qui n'essayent même pas de savoir qui a fait ça.
On est allé voir le procureur et il nous a dit qu'il ne ferait rien parce qu'il a peur de ces gens, qu'ils sont trop dangereux. Je suis un fonctionnaire, je représente l'État, mais je suis dans les droits de l'homme, pas dans la justice. Je ne vais pas vous mentir, j'aurais aimé faire quelque chose de plus pour vous, mais je ne peux pas. Byron avait essayé de négocier ce jour-là, mais la foule était hors de contrôle. Ils les ont battus, ils les ont ligotés et ils les ont brûlés vivants. Je n'arrive pas à m'y faire. Ils ont brûlé mon sang. Je ne supporte pas cette douleur. Je me lève, je me couche avec la même amertume, la même tristesse. Encore un deuil, alourdi par l'injustice. Byron a sauvé beaucoup de vies en 23 ans de travail. Mais celles qui lui ont échappé laissent des années de tristesse derrière elles. Des milliers de mains criminelles ou complices resteront les auteurs invisibles de meurtres jamais punis. La semaine prochaine, nous irons à la rencontre des réfugiés retenus par la Turquie au nom de l'Europe. Comment les choses se passent-elles pour ces 3 millions de personnes qui, pour la plupart, fuient la Syrie et dont les espoirs viennent s'échouer en Turquie? Que cherche le président Erdogan en exploitant leur détresse? Réponse la semaine prochaine avec William Irigoyen.